Si tu veux, mais moi j'ai aussi cette même définition. Donc ça va m'intéresser de voir ce que Philippe, par exemple, avec la TDMF nous donne. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est foncièrement différent? Bon, on va voir. Merci. Page 4. Ouais, page 4. Ouais, encore. Encore. C'est très bien. Oui. Alors, donc, pour moi, pas grand-chose à dire, puisque les prévisions que j'ai faites l'année dernière, à la même époque, dans la même salle, n'ont pas été remises en cause. Donc, on peut aller assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, si on regarde la tendance sur un graphique annuel, on s'aperçoit qu'il y a une correction, on est suracheté sur le stochastique, mais quand on est dans un marché avec une très forte tendance, c'est pas ça qui est le plus important. Pour l'instant, on a un support à 950 sur le très long terme. Quand on regarde sur un graphique trimestriel à plus court terme, eh bien, on s'aperçoit que notre non-croisement qui préexistait l'année dernière et dont j'avais parlé, donc je ne reviens pas là-dessus, existe encore. Le stochastique n'est pas encore suracheté. Nous, on s'intéresse à l'avenir des indicateurs techniques, le patient s'en fiche, il est immuable, on ne veut plus rien pour lui. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pendant combien de temps l'indicateur stochastique va continuer à baisser. Rappelons que le stochastique, c'est le premier indicateur à se retourner. Donc, tant que le stochastique ne sera pas survendu, donc il n'aurait pas croisé à la hausse, la baisse va se poursuivre. Avec un premier objectif à 1019. Si on regarde la volatilité, c'est-à-dire l'écart entre la bande supérieure de Bollinger et la bande inférieure, eh bien, elle est pas si importante que ça. Ça veut dire que si la zone des 1020 est cassée, l'objectif suivant se situe, donc, comme je le disais, à 960, 950. Et si jamais, par aventure, on était à casser les 950, on a toujours un support à 717 qui ne remettrait pas la tendance haussière à très long terme en cause. Alors, sur le plus court terme, si on regarde sur un graphique mensuel, eh bien, la correction se poursuit. L'année dernière, j'avais dit que tant que la moyenne mobile de Bollinger servait de résistance, la tendance baissière se poursuivait. Tout à l'heure, on verra qu'on est bien uniquement en reprise technique. Et donc, qu'est-ce que nous indiquent les indicateurs techniques? Il y a quelque chose de très important qui est en train de se préparer. Moi, je parle de l'avenir des indicateurs, c'est-à-dire la possibilité d'observer un non-croisement sur nos moyennes mobiles, des moyennes mobiles à 7 et 23 périodes. Je voudrais que les gens comprennent bien. Donc, tu utilises d'abord pour la TDMF plusieurs, parce qu'elle est un peu vite. C'est intéressant aussi d'avoir la matière. Évidemment, on peut avoir tout de suite le résultat. C'est haussier, c'est baissier, tu vas où? Bon, mais on aime bien aussi comprendre comment ça se passe. Donc, ici, donc, tu utilises d'abord 3, 4 périodes. Donc, très long terme à court terme. Hebdo, c'est quand même pas très court terme. Hein. Bon, oui, d'accord. Tu regardes encore plus bas ou tu balayes? On peut aller jusqu'à 10 secondes. Hein. D'accord. Et les principaux indicateurs que tu regardes, c'est stochastique, alors, bande de Bollinger, évidemment. Alors, je reviendrai là-dessus. On regarde, a priori, le facteur principal de fluctuation des cours, c'est le potentiel de hausse de la volatilité. Donc, on le regarde, la volatilité, on la mesure avec les bandes de Bollinger, mais tout à l'heure, je vous montrerai, donc c'est la suite de la conférence que j'ai fait hier, avec deux indicateurs que j'ai mis au point, ATD vol et ATD puisse, qui sont des mesures de la volatilité. La volatilité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Sans hausse de la volatilité, vous ne pouvez avoir ni hausse ni baisse sur les cours. Maintenant, quand la volatilité augmente, le potentiel de hausse ou de baisse est très important. Parle bien dans le micro. Donc, ce que tu regardes, quand tu donnes tes définitions, tu dis là c'est haussier, là c'est baissier, ce que tu regardes en priorité, c'est l'écartement des bandes de Bollinger. Oui, mais pas uniquement. Il y a aussi
la notion d'IEP et d'IEN, et l'IEP, information exceptionnelle positive, et on sait qu'en présence d'une IEP, eh bien, on va avoir dans 80% des cas un mouvement violent. Quand on a un croisement entre deux moyennes mobiles, c'est quelque chose qui apparaît après le début d'un mouvement. Ça n'a strictement aucun intérêt, puisque dans 50% des cas, ça ne marchera pas. En revanche, lorsque l'on a un non-croisement entre une moyenne courte et une moyenne longue sur des moyennes mobiles, dans 80% des cas, on a un mouvement violent. Je dis bien, on va avoir un mouvement violent. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on observe avec des croisements de moyennes mobiles, en présence d'un non-croisement sur une moyenne courte et une moyenne longue, on va avoir un mouvement. Parce que le non-croisement se produit avant le début du mouvement. Et alors, est-ce qu'on en a là? Alors là, justement, donc ce sont les moyennes arithmétiques à 7 et 23. Donc on retire le cours moins 8 et moins 24. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'à la fin du mois, on va retirer pendant 2 ou 3 mois des cours qui sont supérieurs à ceux qu'on va ajouter. Donc si on retire 100 et qu'on ajoute 48 à la valeur de la moyenne mobile précédente, la moyenne mobile va baisser. C'est pour ça que je parle ici, on a le prémisse d'une anticipation d'un non-croisement. Donc, si à la fin du mois, on a bien des cours inférieurs aux cours qui sont ici, c'est-à-dire au niveau de 1230, on est assuré que l'on va observer un mouvement violent par la suite. Donc en plus, on sera suracheté sur le stochastique, on sera suracheté sur le MAC. Vous voyez, moi dans mes analyses, je parle toujours du futur, le passé, je n'en ai rien à faire. Alors, donc, on a un objectif, un premier objectif qui sera sur la bande inférieure de Bollinger. Elle va augmenter un petit peu. Donc, aux alentours de 1130, on aura un support. Mais comme la volatilité aura bien diminué, ça veut dire que ça ne sera pas un blocage et qu'on pourra aller vers la zone des 20 dont on a parlé précédemment. La bande basse de Bollinger. Voilà, bande basse mensuelle, puis bande basse trimestrielle, et ensuite le parabolique sur le graphique annuel, et éventuellement la moyenne mobile du Bollinger annuel si le parabolique est cassé. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici sur le graphique hebdomadaire? Eh bien, on voit qu'on a une très belle hausse de la volatilité, mais ça, je vais y revenir sur les deux graphiques suivants, avec une clôture en dessous de la bande inférieure de Bollinger, confirmée par un mouvement plus bas la semaine suivante, la semaine en cours, parce que mes graphiques sont très récents, avec donc ce potentiel, cette hypothèse qu'on va observer un non-croisement ici. Ici, sur les moyennes mobiles, tous les indicateurs sont orientés à la baisse et vont continuer à baisser. C'est ça l'analyse technique. L'analyse technique consiste à faire des anticipations sur les prix. Alors, sur les prix, c'est vrai, mais encore plus, ce qui est important, c'est la durée. Parce que les cours, les prix, les variations de prix, c'est un sous-ensemble de la durée. À partir du moment où ici, sur le stochastique, vous avez le stochastique et la moyenne mobile sont parallèles l'un à l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause à l'objectif de quelques semaines de cette tendance. Donc, tant que la tendance va rester baissière, eh bien la baisse va se poursuivre. Alors, on peut revenir maintenant sur la page 1, donc que certains d'entre vous ont pu voir en se mettant sur mon site internet, puisque samedi dernier, sur mon site internet, en préparation de la séance d'aujourd'hui, j'avais fait une analyse. C'est laquelle? C'est celle-là? Voilà, oui, c'est très bien. Et donc, voilà les cours à la clôture de vendredi, il y a 8 jours, et avec les deux fameux indicateurs sur la volatilité, ATD vol et ATD plus, qui sont des indicateurs qui sont surtout utilisés et à privilégier lorsqu'on fait du scalping ou du trading, mais après tout, on est là aujourd'hui pour parler de trading et de scalping. Donc, je parle de mes deux indicateurs, et donc, qu'est-ce que j'écrivais dans mon analyse, mais vous pouvez la voir si on se met sur le site, que si on avait une poursuite de la baisse de cet indicateur-là, et une hausse de cet indicateur-là, donc en graphique hebdomadaire, et que si, dans le courant de la semaine qui vient de se terminer, on faisait un nouveau point bas par rapport
à cette période-là, donc la semaine précédente, il fallait prendre une position vendeur. La page numéro 2, s'il te plaît. Et donc, vous voyez que lundi dernier, à 8h27 du matin, quand je me suis réveillé, on avait déjà cassé le point bas. Donc, on est rentré dans le marché short à 1233, puisque notre indicateur de puissance était en augmentation et avec une volatilité ici qui augmentait. Donc, tous les arguments pour se porter short étaient réunis. C'est pour ça que j'ai publié il y a une semaine cette analyse pour vous en faire profiter. Et donc, on est à 15, on était à 33, donc c'était déjà 17 $, 18 $ dans la pocket, c'est déjà pas mal. Bon, et donc voilà ce qui a provoqué le début du mouvement, et donc moi je vais m'en arrêter là, puisque... donc, alors, attends, on peut revenir peut-être... Non mais, j'ai compris. On revient peut-être sur la page 4. Oui, ce que je voudrais, c'est maintenant. C'est baissier, c'est quoi? Alors, j'ai entendu... On est short depuis lundi matin. D'accord. Dernier. C'est la page 4. C'est là où je regarde. Elle est où ta page 4? Voilà, ici. Voilà, très bien. Donc, c'est très bien d'être short, mais il faut peut-être aussi mettre un stop loss. Eh bien, le stop loss, c'est les règles de la TVMF. Donc, déjà, ce qu'on va dire, c'est que tant que le stochastique n'est pas survendu, il n'y a aucune raison que le marché se retourne à la hausse. Et donc, pour avoir un stop loss, le stop loss consisterait à observer un croisement à la hausse des moyennes 7 et 23 sur un graphique journalier. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Ça, c'est une condition, mais est-ce qu'on peut situer un niveau? Non. Pour toi, c'est des conditions qui font l'action, soit de rentrer, soit de sortir, le stop loss. Donc, par exemple, deux moyennes qui se recroisent. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de niveau déterminé déjà. C'est un problème de durée. Les cours, les variations de cours, c'est un sous-ensemble de la durée. Il faut impérativement penser sur la durée. André, tu as travaillé pendant très longtemps sur Elliott. Bon, dans la méthode tu continues, c'est très bien. Eh bien, il y a deux composantes dans la méthode d'Elliott. Il y a la composante prix et la composante temps. La composante temps, c'est très important. Bon, je me suis inspiré des travaux d'Elliott pour réfléchir sur la composante temps. Voilà. Mais alors, je vais te poser quand même une question. Tu dis on est short, d'accord, ok. Ici, on n'a pas de position. On fait quoi maintenant? Si on n'a pas de position, est-ce qu'il est encore temps de rentrer pour shorter? Première question. Oui, puisque le premier objectif, c'est d'aller sur 1128. Alors, il y a quand même quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé des relations intermarchés avec les autres marchés de matières premières précieuses. Ce que l'on peut dire, ce que l'on doit dire, c'est que vendredi soir, sur le silver, on a cassé un support extrêmement important à 18,15. C'était un support qui datait de plusieurs mois ou même plusieurs trimestres. On a clôturé en dessous de 18, je crois 17,97 avec vendredi une fluctuation des cours en baisse de 3,47%. Alors, moi, je considère que le silver interdit de le travailler pour les particuliers, alors encore plus pour les autres, palladium, platine et compagnie, c'est interdit pour les particuliers de le travailler. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est des marchés qui sont beaucoup trop étroits. En revanche, le silver, c'est quand même un très bon anticipateur des cours de l'or. Donc, pour répondre à André, on peut dire que ce franchissement à la baisse du niveau sur le silver permet d'envisager une amplification. Alors on peut revenir sur la page 3, par exemple, de mon graphique, André. Et pour... Oui, voilà, c'est très bien. Parce que ce qu'on va chercher, c'est une hausse de la volatilité jusqu'à ce niveau, la volatilité de référence. Et si la volatilité dépasse ce niveau, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a encore une réserve de puissance de hausse de la volatilité, et donc cette hausse de la volatilité va provoquer une poursuite, une amplification de la baisse des cours. Alors pour l'instant, et ça va être important de le regarder le mois prochain,
Vous voyez que l'indicateur de puissance sur le graphique mensuel indique que depuis début 2014, on est dans un mouvement technique et que l'on observe une baisse de la volatilité. Donc là, avec cette figure-là, les mouvements de hausse qu'on a connus depuis début 2014, il n'y a pas à s'en faire. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Si le mois prochain, on a un retour à la hausse de la volatilité sur le graphique mensuel, ça veut dire que la baisse qui a commencé sur le graphique hebdomadaire va se transmettre sur le graphique mensuel et qu'on va aller vers 1128 et ensuite on verra si jamais on peut observer une ouverture des bandes de Bollinger. Mais pour terminer, attendons le début du mois d'octobre et si vous avez ce non-croisement, vous allez voir que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, il faut être short à l'aide de CFD. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Alors, je vais, moi, essayer, tu m'as pas laissé beaucoup de temps pour essayer de développer l'or. Donc, ok, alors je vais essayer de développer un peu ce que j'ai. Alors, sur l'or, j'étais où là? Hop, je suis voilà, je suis là. On va y arriver. Non, ça c'est Brent. Ok, ça c'est Brent. Ça c'est l'or, j'ai autre chose. Voilà, j'ai que ça. Là, ça va être facile. Donc moi je suis très technique, très classique, même si je trouvais que... Alors, moins classique ce que fait Philippe, c'est assez intéressant quand même. Je noterai surtout, moi ce qui m'intéresse dans ce qu'il a dit, le truc je ne suis pas tout à fait d'accord, je le dis. Mais par contre, c'est intéressant de voir ce qu'il fait, c'est en fait une étude de la volatilité elle-même. Et c'est la variation de cette volatilité qui est intéressante. Donc de voir, quand il dit que c'est pas je regarde pas le passé, je suis pas tout à fait d'accord, parce que la volatilité, comme elle évolue, c'est forcément le niveau où elle est, et la tendance, c'est forcément que tu étudies un peu du passé pour avoir une tendance de la volatilité. Je comprends que tu regardes ce que fait la volatilité actuellement, pour en déduire le futur. C'est un peu toute l'analyse technique, hein. C'est à la fois passé, présent et futur, toute l'analyse technique, hein. Quand on est au moment, etc. Bon, mais on va pas rentrer ça un débat sans fin. Ok, et moi, bon, moi je reste très classique. Alors, très classique, si on regarde un petit peu, alors on va essayer de zoomer un petit peu parce qu'on voit pas grand chose. Si on zoome un petit peu sur l'or, effectivement, on va encore zoomer depuis longtemps. Là, alors, vous vous souvenez, je sais pas, bon alors, tous ceux qui avaient écouté, il fallait casser 1800 pour redémarrer, on l'a jamais cassé. Ici, on a cassé le support des 1000, c'était 1500, et on a chuté. Et là, je vous disais la dernière fois, on est dans une phase de consolidation, il sera très difficile, et tant qu'on n'aura pas vraiment redécollé, et même redépassé les 1600, il sera très difficile d'anticiper une hausse. Pourquoi? Parce que là, ça laisse supposer un mouvement Elliott en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça laisse supposer une baisse, et une baisse qui devrait aller certainement vers 1100, peut-être 1000, ce support ici, qui est un peu aux alentours des 1050. Donc pour l'instant, mais si on veut être tout à fait honnête, pour l'instant, on est dans une sorte de triangle, la même chose qu'avait montré tout à l'heure David, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, je le zoome encore pour qu'on le voit encore plus nettement, ça serait mieux sur un autre graphique, mais voilà, on est ici, et a priori, effectivement, si on casse le support un peu en dessous des 1200, c'est à 1180, 1190, ici on devrait glisser, descendre vers 1050 et aux alentours des 1000. Voilà un petit peu ce qu'on peut anticiper, mais rien ne le donne pour l'instant, il n'y a rien de précis, il y a un beau support. Je vous rappelle que on peut quand même anticiper que sur les supports, il faut plutôt acheter les supports et vendre les résistances avant d'attendre de voir qu'elles soient réellement cassées. Tant qu'elles ne sont pas réellement cassées, il faut plutôt jouer à la fois la force du support, donc acheter plutôt sur le support et vendre sur la résistance. Enfin, c'est moi ce que je pense. Donc dans une phase de consolidation, plutôt pour l'instant jouer le range à l'intérieur, même si de manière Elliott, on peut dire qu'on approche bientôt de la fin et qu'on a une grande chance quand même de casser les 1180 pour glisser. Donc ok, mais ce 1180, il sera intéressant de regarder comment il est cassé et comment on peut voir. Donc je vais aller très très vite, donc on reprend ce qu'on vient de voir à l'instant où on est là. Hop, attendez, je vais y arriver. Voilà.
Donc le même mouvement que vous venez de voir, on le voit un peu plus près, donc en hebdomadaire, ça c'est un graphique hebdomadaire. Donc ce niveau des 1190, 1180, c'est le plus bas de la zone de consolidation, effectivement, ça sent bien descendre. Ce qui me faisait peur tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens l'ont vu ça, ce truc-là. Évidemment, l'analyse technique, souvent quand moi je donne mes cours à Dauphine, je leur dis, vous ne faites que rattraper le train, parce que tout le monde est déjà là-dessus. Tout le monde a le même graphique, tout le monde voit la même chose. Donc le triangle dont je vous parle, les supports, Elliott, tout le monde n'en fait pas vraiment, mais commence à toucher. On voit les résistances, les supports, c'est à peu près tout le monde a les mêmes. Le support à 1400... à 1445, la résistance à 1445, tout le monde l'a aussi. Bon, pour l'instant, ça laisse supposer qu'on va casser. Mais il va falloir vraiment attendre. Moi, je reste plutôt, effectivement, faire attention au support des 1190 et le casser avec un peu de force pour aller descendre à 1000. Donc je suis plutôt baissier, mais attention au support, il n'est pas cassé pour l'instant, et un peu trop de monde à cette anticipation-là. Donc c'est ça qui me ferait qui me craint, sur lequel j'aurais une petite crainte pour pouvoir shorter, mais plutôt dans un mouvement baissier et donc aller chercher les 1000, effectivement, la zone des 1000, mais on reste à peu près d'accord, on est tous à peu près d'accord et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant parce que j'imagine que vous aussi, vous êtes tous d'accord. Si on est un peu disparate, c'est plutôt favorable au marché. Et si tout le monde pense ça, tout le monde a déjà vendu, tout le monde, les grosses mains ont déjà shorté, et donc qui sait qui va faire baisser le marché. Je vous rappelle que c'est pas les raisons fondamentales qui font monter ou baisser un marché, c'est les vendeurs qui font baisser, ou les acheteurs qui font monter. S'il n'y a pas de raison, si les vendeurs ont déjà tous vendu, si les mains faibles ont déjà tous vendu sur l'or, qui c'est qui va vendre encore pour appuyer également et pour se déboucler. Donc c'est ça qu'on peut un peu craindre. Et quand on est tous d'accord, c'est que déjà ça se lit beaucoup dans le marché, c'est des figures un peu évidentes, je dirais, qu'on peut avoir sur la baisse. Alors, tu as le micro. Oui, alors ce que je voulais ajouter, quand même, par rapport à ce que dit André, c'est que si on regarde des graphiques 10 secondes qu'on utilise pour faire du scalping, le marché le plus liquide par rapport à l'ensemble des marchés financiers, c'est quand même le marché de l'or, et ça c'est vrai 24 heures sur 24 et depuis plusieurs semaines. Donc moi je pense qu'il y a quand même un très gros intérêt sur l'or, parce que le marché de l'or est actuellement beaucoup plus liquide pour les gens qui font du scalping que le marché de l'eurodoll. Ouais, mais liquide ne veut pas dire que toutes les mains faibles ont vendu. Ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup d'intérêt régulièrement. Mais là, est-ce qu'il y a un surconsensus des intervenants à la vente? Et donc ils auraient déjà tous shorté. Et maintenant le marché se tiendrait bien parce que les mains fortes sont là. Et avec les mains fortes, toutes les mains faibles sont susceptibles de voir que ça ne baisse pas et racheter. Comme on est tous d'accord, c'est ça l'inquiétude. C'est une inquiétude seulement. David, une remarque ou pas? Non? Oui? Pourquoi pas? En fait, effectivement, comme tu dis André, on peut se poser la question, c'est de savoir si l'essentiel du mouvement a été fait et si on n'est pas en retard par rapport au mouvement. Mon propos a consisté à dire que ce mouvement qu'on voit sur l'or vient d'ailleurs, vient d'une sphère plus haute qui est la sphère des taux d'intérêt et du dollar. Comme je vous l'ai montré sur les taux d'intérêt, vous vous rappelez cette courbe rouge qui se met à progresser à partir de juin-juillet, déjà c'était un phénomène précurseur qui allait avoir un effet sur le dollar et ensuite sur l'or évidemment. Quand on regarde cette courbe, tant que je vois cette courbe personnellement en termes de phase, de tendance haussière, sans phase de consolidation, je serai baissé sur l'or. Et pour l'instant, ce que je vois sur cette courbe rouge que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'elle est en train de progresser sans donner lieu à une phase de consolidation. Tant que ce sera le cas, tant que les taux d'intérêt courts monteront aux États-Unis, alors le dollar aura encore un potentiel d'appréciation et l'or baissera. Donc ça, c'est pour moi c'est le signal précurseur que j'ai visualisé à partir de juin-juillet. Et tant que ce sera pérenne, je serai baissé sur l'or. Voilà. Ouais, je pense tout à fait intéressant, effectivement. Mais bon, beaucoup de gens l'ont vu aussi, ça. Est-ce que c'est la crainte? Pas tant que ça, effectivement, tout à fait. Je pense que le gros point à regarder, ce sera 1300. Surtout pas repasser au-dessus de 1300, qui indiquerait que vraiment il y a quelque chose de malsain qui se produit vis-à-vis de la baisse. Enfin, c'est favorable, alors peut-être pour la hausse, c'est comme on veut. Mais je vous rappelle, je vous avais dit, le 1450, il faudra le dépasser. On ne l'a pas dépassé, on n'est jamais réussi à le dépasser. On est resté jusqu'à faire un triangle de consolidation. Donc faire attention à ce niveau-là. Alors, on a quasiment fini, mais on va se réserver 5 minutes, pas plus.
5 minutes de questions. Si vous avez des questions, je prends. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, venez poser votre question. Alors, oui, donc tant qu'on parle de déflation, est-ce qu'on n'a pas parlé baisse de l'or? On parle d'analyse technique. Je ne sais pas ce que c'est que la déflation. Bah, on a parlé d'une hausse des taux courts. Alors, déflation, effectivement, peut-être en Europe, mais aux États-Unis, il y a plutôt une tentative de hausse. Alors, c'est vrai que là, on va rentrer dans un autre sujet qui est entre la hausse des taux, les taux réels du marché, c'est un petit peu différent. Donc, pour l'instant, on n'en tient pas compte. Et nous, on est plutôt, enfin, l'analyse technique, surtout moi, et plus que David qui essaye de faire un mix de différents éléments, on est plutôt à regarder ce que font les flux des intervenants. On regarde le flux, comment il se positionne. Oui. Et la saison de maraillage en Inde. Quoi? Et la saison de maraillage en Inde. Et là, bah, Qui commence en alors, octobre. toutes les raisons. Alors, ça c'est régulier. Souvent, on me donne plein de raisons. Pour la raison des mariages en Inde ou d'autres raisons folkloriques, si vous voulez. On s'en moque un petit peu, c'est celle-là ou une autre d'ailleurs. Le problème, c'est de voir ce que font les intervenants. Alors, si par exemple, là on me dit c'est très haussier, je dis bah, c'est pas ce que font les intervenants pour l'instant. Les intervenants, depuis pas mal de mois, depuis c'était décembre 2013, ils font que shorter, même avant 2012, ils font que shorter le marché avec des phases de consolidation. Et là, ils sont plutôt dans un trading range. Le graphique ne fait que illustrer ou traduire ce que font les gens, ce que vous faites vous, mais aussi les professionnels, l'ensemble du marché. Donc ils le font pour des raisons. Moi, l'analyse technique, le vrai analyse technique, n'est pas contre l'analyse fondamentale. Moi je dis simplement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, donc je ne regarde pas, je m'en moque. Mais je ne nie pas l'analyse fondamentale. Il y a des raisons pour lesquelles, mais elles sont tellement multiples. Alors ça peut être les mariages en Inde, ça peut être les Chinois qui décident d'offrir des cadeaux, ça peut être les taux d'intérêt courts aux États-Unis et leur remontée des taux d'intérêt. Quelle que soit la raison, elle pousse les intervenants à agir. Plus les raisons fondamentales d'ailleurs seront claires, plus l'analyse technique sera facile. Et pas l'inverse, comme on dit des fois, oh, il n'y a plus de raison, on ne sait pas quoi faire, on va regarder l'analyse technique. Mais il n'y aura rien sur l'analyse technique. L'analyse technique, elle traduit le comportement des intervenants. S'ils ne savent pas où ça va, vous verrez rien, vous verrez un truc totalement erratique, totalement absurde. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. D'accord. D'autres questions? Oui. Ils sont plus près. Vous levez. Est-ce que l'or est encore une valeur refuge dans la gestion du patrimoine? Est-ce que l'or est encore une valeur de refuge dans la gestion du patrimoine? Ou est-ce que temporairement il faudrait l'écarter? Alors, moi je ne fais pas de gestion de patrimoine. Donc, et pour l'instant, eh ben,